Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité ce soir, 40 postes supplémentaires pour la rentrée prochaine dans l'Académie de Tours-Orléans, 10 pour les écoles d'Indre-et-Loire, 5 pour celles du Loir-et-Cher. C'est l'application concrète des engagements de François Hollande pris pendant la campagne présidentielle. C'est un mieux, estiment les syndicats. Rentrée politique, entre guillemets, à la région aujourd'hui. Après les législatives, les élus régionaux étaient réunis en session à Orléans et la tension était palpable parmi les anciens candidats à la députation. À gauche, Isabelle Gaudron, la dissidente, va bien perdre sa première vice-présidente. À droite, Thibault Coulon est définitivement exclu du groupe UMP Nouveau Centre. Les explications dans quelques instants. Et puis c'est ce soir la fête de la musique. Vous serez nombreux dans les rues pour écouter les sons des groupes locaux. À Tours, cela a même commencé cet après-midi. Et nous, ce soir, nous vous proposons un portrait, celui d'un orgue unique en France. Il est au château de Cambé. On ouvre donc ce journal avec une des mesures de François Hollande qui s'était engagé à stopper l'hémorragie dans l'éducation nationale. Eh bien, ce sont 40 postes d'enseignants qui vont être créés dans l'Académie Tours-Orléans. Les syndicats affichent une timide satisfaction. Anaïs Michaud. Il était prévu que le département rende 28 postes d'enseignants en primaire à la rentrée prochaine. Finalement, pas de nouvelles suppressions et la création au contraire de nouveaux postes. Sur les 40 obtenus par l'Académie, l'Indre-et-Loire devrait en bénéficier d'une dizaine et le Loir-et-Cher d'environ 5. Une nouvelle bien accueillie par les instituteurs, même s'il ne s'agit que d'une goutte d'eau dans l'océan. C'est un soulagement, c'est un petit plus qui va nous permettre de préparer un peu mieux la rentrée, mais les besoins sont tellement importants en termes d'enseignants spécialisés, RASED, en termes d'ouverture de classe, en termes de besoins pour les décharges de directeurs, pour les classes spécialisées, qu'on est très loin du compte. 3 critères ont permis à l'Académie d'obtenir une part des 1000 postes promis en France pour cette rentrée. Le niveau d'encadrement et la variation attendue des effectifs, les difficultés sociales et scolaires, ainsi que la ruralité du territoire. Des critères sur lesquels l'Indre-et-Loire s'illustre particulièrement. L'Indre-et-Loire se trouve avec un taux d'encadrement qui est l'un des plus mauvais de France et de l'Académie. Dans le même temps, on cumule une seconde difficulté, c'est ce qu'on appelle le nombre d'élèves par nombre de classes. Et là également, on se rend compte qu'on est un département qui accueille beaucoup plus d'élèves dans nos classes que par rapport à la moyenne nationale. C'est pour ça que lorsqu'on fait le lien entre les deux, on se rend compte que le département est en grande difficulté et que pour revenir simplement dans la moyenne nationale par rapport aux autres départements de France, il faudrait immédiatement 150 postes, dont l'ouverture de 120 classes. La répartition des 40 postes dans les 6 départements que compte l'Académie sera décidée le 26 juin. Les syndicats enseignants pourraient ensuite appeler les parents d'élèves à se mobiliser début juillet. Plus de tiers payants en Indre-et-Loire pour les assurés qui refusent les génériques proposés par les pharmacies. Tel en a décidé la Sécurité sociale de Tours. La CPAM souhaite ainsi augmenter la part des génériques dans les médicaments consommés, car si les économies liées aux génériques sont conséquentes chaque année, c'est encore insuffisant. Alors concrètement, si vous prenez vos médicaments de marque, vous devrez avancer les frais. La pharmacie vous établira une feuille de soins électronique qui permettra le remboursement ultérieur. Alors qu'en pensent les médecins ? Eh bien, élément de réponse avec le délégué départemental d'Indre-et-Loire du syndicat MG France. Il est au micro de Jérôme Alain. Le syndicat MG France a toujours promu l'usage des génériques, et ce depuis 15 ou 17 ans. Donc on est plutôt dans cette logique de suivre ce mouvement. Globalement, le générique coûte 30% moins cher que le produit Princeps, donc on a tout intérêt à consommer prioritairement des médicaments génériques, sauf contre-indication majeure. On en vient à la politique avec cette session aujourd'hui au Conseil régional. Session plutôt tendue après les législatives. De nombreux conseillers régionaux étaient engagés dans la dernière campagne. Alors il y avait les défaits qui n'ont pas toujours digéré l'issue du scrutin. Et puis il y avait les dissidents à droite et à gauche. Et c'est confirmé pour Isabelle Gaudron. Elle va bien perdre sa première vice-présidence. Sur place, Romain Delville. Les législatives ont laissé des marques dans l'organisation des partis et des groupes, en particulier au Conseil régional. Première conséquence, dans l'opposition de droite, l'exclusion officielle de Thibault Coulon du groupe Union pour la région Centre par le chef de file Hervé Novelli. Défait dimanche, Hervé Novelli n'a pas souhaité s'exprimer sur l'exclusion de son colistier ni sur son avenir politique. Thibault Coulon, de son côté, devient donc un groupe à lui tout seul, non inscrit et de centre droit.
Notre paysage politique à droite est en pleine recomposition. On a essuyé toutes les défaites nationales et locales. Le MoDem s'est effondré, le centre droit peine à émerger. Je pense qu'on a besoin d'un centre droit fort dans notre paysage politique. L'UMP se cherche un chef, mais au-delà d'un chef, elle se cherche une ligne politique. Voilà. Donc pendant les mois qui viennent, je vais être en observation et puis je verrai dans cette recomposition où est-ce qu'il est pertinent, utile et conforme à mes convictions de jeter mon encre. Et pendant ce temps, à gauche, Christophe Rossignol en veut très fort à Isabelle Gaudron et fait la grève de l'hémicycle tant que la première vice-présidente y siège. Mme Gaudron n'est plus au Parti Socialiste, elle ne devrait donc plus être vice-présidente de la région. Ce n'est pas des règlements de compte, c'est tout simplement que la politique, c'est suivre et arriver à maintenir ses engagements. Isabelle Gaudron en a assez d'être pointée du doigt et met en avant son engagement au PS depuis 30 ans. François Bonneau s'est exprimé sur le sujet, donc mes compétences, je vous l'ai dit, elles sont liées à la formation professionnelle, à l'apprentissage et aussi la charge du personnel de la région, donc ça reste une réalité et ça n'a d'ailleurs jamais bougé en fait. Et François Bonneau de devoir livrer ses arbitrages, le président du conseil régional considère que sa première vice-présidente a commis une faute politique. Je considère que ce choix s'est terminé par un échec du candidat de la gauche. C'est fort dommageable. Isabelle, qui était première vice-présidente, ne pourra plus être première vice-présidente. Elle a perdu, à travers cet engagement, la capacité à animer à mes côtés la majorité et l'exécutif. Je le regrette pour elle, mais je veux faire vivre dans la transparence, dans le respect de chacun, la majorité qui travaille à mes côtés. D'autres changements devraient intervenir dans l'exécutif du conseil régional. Viendra le moment où Jean-Marie Beffara, élu avec Marisol Touraine, devra choisir s'il reste à la région ou pas. Et Jean-Marie Beffara qui devrait, comme il l'avait indiqué, quitter la région. Si bien sûr Marisol Touraine est reconduite dans ses fonctions, on devrait le savoir d'ici quelques minutes. En bref, 25 ans de réclusion pour l'époux meurtrier du Loir-et-Cher. La Cour d'appel d'Orléans a ainsi confirmé le verdict de la Cour d'assises du Loir-et-Cher. Un verdict prononcé en novembre dernier à l'encontre de Ozambal. Il était accusé d'avoir tué sa femme de 19 coups de couteau. Sa femme voulait divorcer. Des faits qui remontent à janvier 2010. Et puis autre décision, cette fois-ci du tribunal administratif d'Orléans. Elle concerne la maison d'arrêt de Tours. À travers l'établissement, l'État a été condamné à verser 3 500 € à un détenu de 72 ans. Atteint de problèmes respiratoires, il avait souffert de ces conditions de détention. Il était enfermé dans des cellules surchargées, occupées par des fumeurs, notamment avec les toilettes à l'intérieur. Il a été transféré à Fresnes depuis. Les fabricants de meubles en France ont la vie dure. Ils étaient 70 il y a 20 ans, il n'en reste plus que 3, dont un en Indre-et-Loire. JDE est basé à Saint-Benoît-la-Forêt et comme de nombreuses entreprises, elle souffre de la crise. En 2009, elle était en redressement judiciaire et risquait de fermer, mais depuis un an, elle renoue avec les bénéfices grâce à une initiative unique en France dans ce domaine. Mickaël Briffaut. Dominique Ansarguet a créé cette entreprise en 1980 avec son frère et son père. L'affaire était florissante jusqu'au jour où son client principal, la Camif, a déposé le bilan. C'était en septembre 2008. Le groupe JDE a alors perdu un tiers de son chiffre d'affaires, soit 4 millions d'euros. Fermeture de son site en Vendée, restructuration et redressement judiciaire se sont enchaînés en moins de quelques mois. Pour recentrer l'activité, c'était pour limiter les coûts avec les frais engendrés par 2 sites de production. Et nous avons donné la priorité à l'entreprise de Saint-Benoît parce que la naissance de la société, c'était l'entreprise de Saint-Benoît. Il est vrai que malheureusement, quand une entreprise dépose le bilan, il est très difficile d'avoir cette motivation, ce courage et ce dynamisme de vouloir continuer à l'entreprise, voire de la redévelopper et de s'orienter vers une autre direction. Alors là, je dirais qu'avec l'acharnement, avec la volonté, avec le courage et avec l'encouragement de nos salariés qui avaient et qui tenaient à leur entreprise, eh bien, nous avons relevé et nous relevons un défi aujourd'hui. Pour se sortir de cette impasse financière, le fabricant de meubles a alors décidé d'effectuer un changement radical. Vendre lui-même ses meubles, fini les intermédiaires. Nous avions surtout cette volonté, cet acharnement à vouloir faire perdurer l'entreprise. Et pour la faire perdurer, c'était donc prendre une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, c'est d'être plus proche du consommateur, avec un prix attractif, avec un travail local. Et ce qui permettra à l'entreprise demain d'apporter une chose qu'on ne connaissait pas aujourd'hui, c'est un fabricant qui vend directement auprès du consommateur. Prix d'usine à moins 50%, meubles français et bois d'origine locale, personne ne croyait en la réussite du magasin.
Mais presque un an après l'ouverture du site de vente à Chinon, le bilan est positif. Le magasin d'usine assure quand même 80% des entrées d'argent. L'aéroport Tours-Val-de-Loire sera fermé durant 6 jours au mois d'août pour des travaux d'entretien de la piste d'atterrissage du 21 au 23 et du 28 au 30 août. Conséquence, Ryanair suspend ses vols, le départ de Tours pendant 6 jours. Des navettes seront mises en place pour rejoindre l'aéroport de Poitiers où s'effectuera l'enregistrement des passagers. Un orgue unique en France de facture Skinner. Devinez où il est? Eh bien chez nous en Indre-et-Loire, au château de Candé plus exactement. Depuis 7 ans, il a subi plusieurs phases de restauration. Une vraie cure de jeunesse pour un coût de 400 000 €, financé par l'État et le Conseil général. Son portrait avec Gaël Poulain. Ces quelques notes, ce sont celles de l'émotion. L'émotion d'entendre à nouveau cet instrument classé monument historique en 1993. Il s'agit d'un orgue Skinner, facture américaine, un orgue installé ici à Candé en 1929. Véritable machinerie, véritable casse-tête aussi pour les restaurateurs. Comme nous disaient les restaurateurs américains à qui on a demandé conseil, il a fallu demander conseil, dit ne vous imaginez pas changer quoi que ce soit à ce type d'instrument. Des ingénieurs ont mis plus de 20 ans pour le mettre au point. Et donc, c'est pas en faisant une restauration que vous allez changer quoi que ce soit dans ce type d'orgue. Il faut essayer de retrouver justement l'état d'esprit qui avait animé ces ingénieurs pour faire fonctionner cet instrument. Car si le visiteur ne voit que les claviers dans le salon du château, l'orgue s'établit sur 3 étages. Sous les combles se trouve le mécanisme de soufflerie et au premier étage, cette sorte de salle de contrôle traduit le jeu de l'organiste pour faire sonner les tuyaux situés dans la salle d'à côté. Une technologie surprenante, complétée par un lecteur de rouleau. Celui-ci, c'est vraiment le top du top. On met dans l'instrument un rouleau, il se débrouille tout seul, il va tirer les registres, donner différents timbres et interpréter des œuvres musicales, orchestrales, retranscrites par des organistes. Avec cet orgue, un orchestre complet s'invitait alors dans les salons de Candé, participant à la réputation de l'endroit. Je crois que c'est surtout un lieu d'agrément, un lieu de technique, un lieu où tout le confort a été apporté. Et l'orgue représente aussi cela, comme les années 30, comme la musique des années 30. Donc l'idée, c'est un petit peu d'exploiter et de faire jouer le plus rapidement possible et d'ouvrir au public des soirées autour de ces années 30. Un prestige retrouvé et mérité pour cet instrument unique après plusieurs années de restauration. Et de la musique, il y en aura également partout ce soir, dans les rues, en bas de chez vous, sur les places, dans les parcs et pour tous les goûts. 21 juin, en fait, l'été en musique et cela a commencé déjà cet après-midi. Image ici de Tours où l'on prévoit plus de 50 lieux de festivités. Et en plus, Météo France prévoit une nuit étoilée. Les orages sont maintenant derrière nous. Seule exception, le nord du Loir-et-Cher où de rares averses sont prévues. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie du président de l'association des fêtes musicales en Touraine. Restez avec nous.